Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent au programme aujourd'hui. Alors, de quoi va-t-on bien parler? Ah bah oui, de la draft. Qu'est-ce qui a pu se passer dans le petit monde de la NFL pendant cette semaine, me direz-vous? La draft, évidemment. Et donc, on va débriefer toute cette draft 2024 qui a amené son lot de surprises, mais aussi son lot d'interrogations, dirons-nous. Et on va être là pour y répondre pendant une petite heure avec mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Alors, nos auditeurs ne le savent pas, nos éditeurs nous écouteront à partir de jeudi, mais nous enregistrons le mercredi 1er mai et je suis venu parce qu'on est payé double, hein, le 1er mai, comme c'est un férié. Et en effet, on va parler de ce petit événement particulièrement modeste qui a eu lieu la semaine dernière et qu'on appelle la draft, où il s'est passé 2-3 choses. On va voir arriver quelques nouvelles têtes la saison prochaine. NFL Ready, Bust à venir. On va essayer de le dire, même si on n'aura pas forcément raison. Voilà, c'est comme toujours avec nos prédictions, c'est plus ou moins foireux, mais bon, l'essentiel, c'est d'essayer de les faire quand même. Hein. Aléatoire. C'est aléatoire, c'est tout à fait aléatoire. On est aussi avec celui qui nous accompagne maintenant depuis 2 semaines et qui sera là pour de nombreux mois maintenant. C'est mon Damien. Salut, comment ça va? Salut, super, je suis très content d'être là. Salut Seb, salut Flav et salut à tout le monde. Ça va être génial. Damien avec un nouveau casque, le même que nous, donc du coup, normalement, on a tous les trois le même son. Et ça, c'est pour votre confort d'écoute, je suis sûr que ça va vous changer la vie. On en est fou. certain. On passe le bonjour à Mathieu, qui est notre consultant S-Micro. Dès que ça fonctionne mal, il y a toujours Mathieu qui nous envoie un petit message en disant par contre, le micro était mal réglé. D'accord. Okay. Donc, on essaye toujours de faire pour vous. Hein, voilà, c'est nos oreilles références, Mathieu. On en reparlera parce qu'il nous a envoyé une petite question. Pour la fin de l'émission, on répondra à toutes vos questions. Certaines vont être intégrées au podcast. Et sinon, si vous nous avez posé une question sur Instagram, on y répond en fin d'émission et on parlera des résultats de la D1 Elite du dernier week-end qui s'est écoulé. Alors, on commence ce débriefing de la draft avec justement une première question qui m'a été envoyée sur le Discord, que vous pouvez toujours rejoindre, bien évidemment, le Discord de TFA. Vous trouverez le lien sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. La première question qui m'a été posée, Damien, je vais te la poser à toi. Est-ce que ça t'a surpris qu'il y ait aussi peu de trade-up dans le premier tour? On s'attendait à une draft complètement folle. On s'attendait possiblement aux Broncos, aux Raiders. On avait parlé des Giants qui auraient pu trade-up, des Vikings qui ont trade-up, mais qui sont passés de la 11e à la 10e position. On s'attendait possiblement à un plus grand chamboulement. Est-ce que le peu de trade-up, ça t'a surpris, toi? Pas tant que ça. C'est vrai qu'avant la draft, on a toujours beaucoup d'infos qui nous viennent un petit peu dans tous les sens, et notamment ESPN et Adam Schefter et autres qui envoient des infos dans tous les sens, qu'il va y avoir 50 000 trade-up, et au final, il n'y en a pas tant que ça. C'est rare qu'il y en ait énormément. Et puis, au vu de la physionomie de la draft, et au vu des choix, mais on en reviendra, de certaines franchises, il n'y a pas eu besoin, donc forcément, non, ça ne me surprend pas tant que ça. Et voilà, on y reviendra aussi sur les Vikings, mais du coup, je pense qu'ils ont été bien contents de ne pas avoir à faire d'énormes sacrifices. Mais justement, les Vikings qui ont donc trade up d'une seule position. Alors, il y a eu cette interrogation de pourquoi est-ce qu'ils sont passés de la 11e à la 10e place, passant ainsi devant les Jets de New York, qui n'allaient probablement pas choisir de quarterback, mais il y a fort à parier que les Jets ont fait miroiter un possible trade-up des Broncos ou des Raiders qui étaient derrière les Vikings. Je pense, hein, Seb, tu es d'accord avec moi, pour que les Vikings en fait fassent ce trade. Absolument. Là, en l'occurrence, c'est la machine à rumeurs qui a fonctionné à plein et qui a sans doute poussé Atlanta à se lancer dans cette transaction pour déjà évoluer d'une place et s'assurer de pouvoir prendre un quarterback qui était très certainement appelé à disparaître, passer justement cette stratégique 10e place. Voilà, et ils ont donc été choisir J.J. McCarthy sans pour autant renoncer à leur deuxième choix du premier tour. Les Vikings, c'était ce qui était craint, hein, c'est qu'ils tentent tout pour remonter dans le top 3, top 5. Finalement, ils ont pu conserver leurs deux choix de premier tour, mais on sera sûrement amené à en reparler pendant cette émission. Alors, les 4 premiers choix, du coup, il n'y a pas de grande surprise. Caleb Williams, Jaden Daniels, Drake May, Marvin Harrison Jr. La première petite surprise est arrivé avec les Chargers. Les Chargers, on s'était dit, possiblement, ils pourraient aller chercher un receveur
on sait que pendant l'intersaison, il y a eu quelques départs à ce poste pour la franchise de Los Angeles. Et pourtant, ils ont décidé de placer leur 5e choix sur Joe Alt de Notre-Dame. Damien, toi qui es fan des Chargers, ça te surprend ou pas tant que ça finalement? Non, absolument pas, parce que dans la mesure où ils n'ont pas du coup échangé ce choix, ça me surprend pas du tout, parce que vraiment quand on connaît Jim Harbaugh et sa passion pour la ligne offensive, sa passion pour ce genre de joueur, Joe Alt de Notre Dame en plus, c'est vraiment, je pense que c'est typiquement le joueur parfait pour Jim Harbaugh. En fait, c'est un joueur de football point en fait. Il est vraiment passionné quoi. Et puis c'est vraiment un des meilleurs c'était sans aucun doute le meilleur left tackle qu'il y avait à la draft et un des meilleurs depuis très longtemps. Il a concédé qu'un seul sack à Notre Dame. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et là du coup maintenant ils ont Rashawn Slater et Joe Alt, donc c'est vraiment du très solide. Et Jim Harbaugh a dit qu'il voyait les joueurs de ligne offensive comme des armes en attaque. Donc voilà. Oui. Jim Harbaugh qui a dit aussi, qui a déjà confié que les Chargers s'appuieraient sur un jeu de course notamment assez important pendant cette saison 2024 à venir. Finalement, avec cette déclaration-là, est-ce que c'est vraiment étonnant, Seb, qu'ils aient choisi de renforcer la ligne? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que effectivement, on aurait pu croire que leur choix se porterait sur un receveur, après notamment les mouvements qu'ils ont connus lors de la free agency. Keenan Allen qui part, Mike Williams qui part, donc on a a priori un corps de receveurs qui est particulièrement atteint. Mais, comme l'a précisé Damien, Joe Alt était de loin le meilleur tackle, le meilleur offensive lineman disponible à cette draft. Il est très probablement déjà NFL ready. Il a de qui tenir puisque son père a été pro. Il fait même partie du Ring of Honor des Chiefs de Kansas City. Donc ça veut dire que c'est... Son père, c'était contrôle supre, non? Je vais essayer de reprendre. Comment rebondir là-dessus? Donc son père qui a été All Pro et qui fait partie du Ring of Honor des Chiefs de Kansas City. Donc ça veut dire qu'en plus c'est quelqu'un qui a été élevé dans cette atmosphère. On a certainement dû lui apprendre à la maison comment ça se passe dans le monde du football professionnel et à se comporter en pro. Et moi je me mets à la place de Harbaugh et des Chargers. Pourquoi le laisser passer? Pourquoi se priver d'un joueur de cette qualité-là pour protéger Justin Herbert? Donc, moi, le choix me paraît en fait assez logique, en particulier à la lueur de ce qu'a pu déclarer Jim Harbaugh et de cette volonté de s'appuyer sur le jeu au sol la saison passée. On va dire surprenant si on s'en tenait vraiment aux intentions premières et au moulin à rumeurs également autour de cette draft. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, de le démonter un petit peu ce moulin à rumeurs ce soir, mais un choix somme toute logique. Et puis pour autant, cette histoire de drafter un receveur, elle n'était pas si éloignée de ça entre guillemets, parce que au deuxième tour, avec le 34e choix et donc leur premier, les Chargers, ils prennent quoi? Ils prennent un receveur, ils prennent Ladd McConkey de Georgia. Donc ils avaient certes conscience qu'ils avaient besoin d'étoffer ce poste dans leur effectif. C'est Joe Alt qui va étouffer les autres. C'est Joe Alt qui va oui, il est costaud le garçon. Il avait du mal à tenir dans le fauteuil de sa maison. Voilà. Le fauteuil exact, l'image est incroyable. Mais voilà, ça aurait été ça aurait été sans doute un contresens pour eux de passer à côté d'un prospect pareil. Alors j'ai une question projection, mon cher Damien, c'est de la pure fiction. Hein. Mais si jamais les Cardinals avaient tradé leur 4e choix, ce qui n'a pas été le cas, et que Marvin Harrison Jr. avait été encore disponible en 5e choix, crois-tu que le choix des Chargers aurait été le même, ou est-ce qu'ils auraient pris Marvin Harrison Jr.? Je suis ravi que tu m'aies posé la question parce que justement, je pensais à ça quand vous discutiez et je voulais intervenir sur le sujet. Pour moi, il y a dans cette classe de draft, au niveau des receveurs, il y a Marvin Harrison Jr. et après, il y avait le reste. Le reste du haut du panier, on va dire. Hein. Malik Neighbors est excellent, Romeo Odunze est excellent, mais Marvin Harrison Jr., c'est un cran au-dessus. C'est un futur pro bowler, futur Hall of Famer. Rappelle-nous la fac de Marvin Harrison Jr. The Ohio State University. Mais rappelle-nous de quelle fac tu es fan.
Vraiment, j'adore Jim Harbaugh. C'est vraiment mon coach préféré en NFL. Et pourtant, c'est un gars de Michigan par excellence. Donc voilà, je suis très, très ouvert. Non, mais je veux dire, c'est vrai que pour le coup, s'ils avaient pu choisir Marvin Harrison Jr., la question aurait pu se poser. Pour le coup, vraiment. Mais là, il était plus disponible. Donc pourquoi se sacrifier? En plus, vraiment, Joe Alt, c'est vraiment pour moi c'est le joueur de rêve, je pense, pour Jim Harbaugh. C'est vraiment voilà, quelqu'un de sérieux. Comme Seb l'a dit, son père était joueur de NFL. C'est vraiment un mec sérieux qui est en plus Notre Dame. C'est vraiment une fac, voilà, une fac super sérieuse, avec vraiment une éthique du travail très, très, très solide, très, très poussée. C'est le rêve absolu. Et je pense que ça en dit long sur aussi le type d'équipe et d'état d'esprit que veut créer Jim Harbaugh avec les Chargers. C'est vraiment un statement pour la culture des Chargers. C'est peut-être les Titans qui, au final, ont été un peu, voire beaucoup déçus dans cette affaire. Non pas que notre ami JC Latham soit mauvais, mais je pense qu'ils avaient projeté eux aussi d'aller chercher Joe Alt et bon, ils devaient se frotter les mains en se disant il y aura des trade-up, on aura le joueur qu'on veut, quoi. Et finalement, ils ont dû faire un peu la tête au moment de la sélection des Chargers, je présume. Ça a dû être quand même un peu compliqué. En 6e position, alors on va pas faire toutes les positions, mais c'est parce que la 6e interroge aussi. On a les Giants de New York. Alors, c'était pas très clair, la stratégie des Giants. Ils nous ont parlé de trade-up, ils nous ont parlé d'éventuellement aller chercher un quarterback pour préparer l'après Daniel Jones. Finalement, ils ont jeté leur dévolu sur Malik Neighbors, le receveur d'LSU. Est-ce que toi, Seb, c'est un choix qui te paraît cohérent? Ça veut dire, soyons clairs, que les clés du camion sont confiées à Daniel Jones pour 2024. Là-dessus, il n'y a plus de doute. Ça veut dire que nos amis fans des Giants vont sûrement souffrir au poste de quarterback la saison prochaine. Je pense que c'est un fait qui est acquis. Alors on dira que c'est à cause du contrat qui, de toute façon, doit être payé. Oui, mais bon, qui a donné le contrat? À cause du marché, nanana, on connaît. Donc, Malik Neighbors, effectivement, aux Giants, on s'attendait vraiment à un QB. Mais là aussi, ce joueur qui était un des très gros prospects de la draft au poste de receveur était disponible. Moi, la question que ça me pose, ce n'est pas... Alors, c'est absolument pas sur la qualité du joueur en lui-même, ni même, en fait, sur la pertinence du choix, parce que le corps des receveurs des Giants de la saison passée, bon, vous m'en voudrez pas si je vous dis que c'était quand même pas fifou, hein. Wendell Robinson, Sterling Shepard, Darius Slayton. Moi, ça me fait rêver, mais après, chacun ses rêves. Hein. Bah oui, voilà, après, on peut rêver modeste. Hein. Mais bon, ils vont plus grands, comme dirait l'autre. C'est pas forcément un trio qui fait trembler les défenses adverses. Donc, l'arrivée de Malik Neighbors, ça va à coup sûr redynamiser ce corps de receveur. C'est une très bonne affaire. Par contre, ça veut dire quoi pour l'avenir? Comment les Giants se projettent-ils vraiment dans un futur très très proche? Est-ce que ça veut dire qu'ils préparent un gros coup sur la free agency de 2025, sur les potentiels agents libres au poste de quarterback? Est-ce qu'ils ont déjà repéré quelqu'un? Est-ce qu'ils préparent un gros coup sur la draft de 2025? Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait de la saison qui vient? Est-ce que ça veut dire qu'on est prêt à tanker? Moi, c'est un choix qui me fait poser beaucoup de questions, une fois de plus, pas sur la qualité du joueur en lui-même, mais sur ce que ça peut ouvrir comme interrogation sur l'avenir très proche de la franchise. Et pour le coup, je regrette qu'on n'ait pas Yaya sous la main, qui certainement nous trouverait moultes arguments et explications, et certainement beaucoup plus cohérentes que les miennes. Mais voilà, moi, c'est vraiment les questions que cela me pose. Ouais. Pour toi, Damien, Malik Neighbors, c'est un choix, parce que finalement, c'est ce que disait Seb, ça donne une cible de qualité, peut-être même déjà de qualité presque supérieure à ce qui était présent dans le corps de receveur des Giants. Et peut-être que Daniel Jones, qui a quand même une saison 2022 plutôt bonne, la ligne a été renforcée, donc les problèmes qu'il a rencontrés l'an dernier sont peut-être moins présents en 2024. Avec cette cible de choix, ça peut quand même donner quelque chose qui tient la route pour les Giants. C'est sûr que Malik Neighbors, c'est un excellent receveur. La question ne se pose pas. J'avoue, j'étais assez surpris quand même du choix. J'avais commencé à me dire, est-ce que les Vikings vont pas trembler? Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup JJ McCarthy, tu vois, comme quoi, en plus, c'est le quarterback qui a fait gagner le National Championship à Michigan, qui est invaincu contre Ohio State.
Donc la preuve que s'il en est que je suis impartial, mais j'étais assez surpris quand même. Je m'attendais pas à ça. Je pense que voilà, ça en dit long sur l'avenir que veulent prendre les Giants. Je pense pas que ce soit loin de Daniel Jones. Je pense qu'ils sont dans le déni au point de penser que ça peut marcher. Je pense encore un peu. Les prospects de quarterback de la draft NFL 2025, pour moi, c'est un petit peu tôt pour se prononcer, mais il y a pour l'instant pas non plus des joueurs, je trouve, qui sont au niveau de ceux qu'on avait cette année. Alors, il est dit, moi, de ce que j'ai vu et lu sur la draft 2025, il est dit que ce sera une draft qui pourrait être bonne en running back et en pass rusher, surtout, principalement. Mais au niveau quarterback, ce sera peut-être un cran en dessous de ce qu'on a connu ces 2 dernières saisons. Ouais, particulièrement cette année, la cuvée des quarterbacks était vraiment très très bonne. Et bon, c'est vrai qu'il y a Quinn Ewers que j'aime beaucoup, le quarterback des Longhorns, mais c'est vrai que voilà, après, voilà, c'est le choix qu'ils ont fait les Giants, et bon, ça, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que je pense que ça fait longtemps, je pense depuis OBJ, ils n'avaient pas drafté un receveur de ce niveau-là, quoi. On va pas se mentir, qu'il y a aussi de LSU d'ailleurs, OBJ. Donc c'est vrai que ça peut un peu dynamiser cette attaque, et ça va être intéressant parce que c'est vrai que c'est un joueur explosif, Malik Neighbors. Donc ça peut être intéressant. J'avoue que je suis assez curieux, vraiment très curieux. Très bien. Alors, j'en profite pour glisser une question de Noé qui nous demande est-ce qu'il y a un endroit pour une rediff en VF de la draft? Alors, à ma connaissance, non. Les seuls qui ont passé la draft à la télé en version française, c'était beIN Sport pour le premier tour, mais je crois pas que sur leur site il y ait de rediffusion qui soit faite. Je pense pas qu'il y aura de rediffusion sur leur chaîne non plus, parce qu'il n'y a pas grand intérêt à rediffuser 5 heures de draft, à moins qu'ils aient un trou énorme à combler. Mais sinon, je vois pas pourquoi ils le feraient. Après, tu peux aller revivre la draft en regardant le live Twitch qui a été fait par exemple par The Trick Play, mais à la télé, je crois pas qu'il y ait une rediffusion de prévu. Cette rediffusion aurait pu quand même nous permettre de revoir ce choix. Le choix probablement le plus discuté de toute cette draft NFL, le choix des Falcons d'Atlanta en 8e position. Les Falcons ont donc décidé, je ne veux pas vous la faire à la Roger Goodell, hein, les Falcons ont donc choisi Michael Penix Jr., le quarterback de Washington, l'an dernier de l'Université de Washington. Pourquoi est-ce que ça surprend? Eh bien, parce qu'ils s'en étaient allés chercher Kirk Cousins pendant l'intersaison, qu'ils ont payé. Ils l'ont payé, on va dire. Hein, voilà. On va pas me donner d'adjectif avant qu'il ait joué une minute sous le maillot des Falcons. Mais ils l'ont payé, il est bien payé. Hein, il ne sera pas à plaindre la saison prochaine. Et ils sont donc allés chercher Michael Penix Jr. en expliquant que ce serait pour préparer l'avenir, pour éviter de faire une saison complètement ratée, qu'ils vont le préparer derrière Kirk Cousins pour qu'il soit prêt à prendre la relève. J'ai une question sur Instagram, et je crois que la question j'aurais pas pu mieux la poser. C'est une question de Timéo. Seb, le choix des Falcons, intelligent ou stupide? Eh bien, la question, elle mérite d'être nuancée. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est à mon sens un petit peu plus compliqué que ça et beaucoup moins. Bah, tu pouvais dire stupide, hein, sinon. Non, on va revenir un petit peu en arrière et on va reprendre un fait qu'on a tous mis un petit peu de côté depuis 2 ans, comme quoi on a tous la mémoire courte. De 2008 à 2021, donc 14 saisons si je compte bien, le QB d'Atlanta, c'était Matt Ryan. Il a été transféré en 2022 et sa succession, en fait, n'a jamais été préparée et peut-être même jamais envisagée, à mon humble avis. Donc, on se retrouve dans cette situation avec un quarterback qui est un titulaire incontestable en NFL, qui amène qui amène son expérience et qui est, comme tu l'as dit, qui a été très très bien payé à l'intersaison, 180 millions de dollars, j'aime pas balancer, je ne suis pas un homme de chiffres, mais a priori, même s'il est compliqué de te dire que tu vas construire autour d'un quarterback de 35 ans, ça semblait être quelque chose d'un petit peu solidifié. Et là, on draft un bon prospect de cette promo 2024, et évidemment,
les questions fusent. Et Kirk Cousins lui-même, sur le coup, l'a assez mal pris. Hein. Il l'a appris par son agent en plus, parce que semble-t-il, à aucun moment, les Falcons lui ont dit « Bon, Kirk, on va drafter un quarterback ». Il a, semble-t-il, depuis, il a appelé Michael Penix Jr. D'ailleurs, Kirk Cousins a contacté Michael Penix Jr. Apparemment, ils ont eu une discussion qui a été très... Ils donnaient rendez-vous dans un cimetière à minuit et demi. Dans un parking en sous-sol à 3h du matin. Surtout, viens pas accompagner, c'est pas la peine. Tu viens pas la police chez tes enfants et ta femme, tu vois. Non, mais bon, ça montre aussi que voilà, Cousins n'est pas un professionnel pour rien. Et donc, Atlanta, effectivement, présente cet argument, c'est pour le préparer, pour préparer l'avenir derrière Kirk Cousins. Mais Cousins, il est quand même là il est censé être là pour quelques années. C'est 4 ans, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est 4 ans, et il n'a, entre guillemets, parce qu'on sait que les quarterbacks durent de plus en plus longtemps, que 36 ans. Donc, il peut encore faire 4, voire peut-être 6, 7 ans s'il dure. 6, 7 ans, ça met Michael Penix à 32 ans. Voilà. Et attention, après, n'oublions pas que Cousins revient d'une blessure. Tout à fait. Très grave. Et là, tu vois ma prochaine question. N'ont-ils pas anticipé le fait qu'ils ne reviennent pas de blessure? Alors, là, c'est encore une autre ouverture de débat. Moi, il y a une autre question que je me pose. Est-ce si la guérison n'était pas totale ou d'aussi bonne qualité qu'on pouvait l'imaginer, est-ce qu'à un moment, on envisage de les mettre en concurrence? Il y a beaucoup de scénarios qui peuvent se jouer avec ce tour de draft. Alors, si ce pari est réussi, effectivement, ils peuvent le préparer, il peut prendre la succession et Kirk Cousins, il pourra s'en aller dans le soleil couchant pour vivre une retraite tranquille. Très bien, mais il y a aussi un potentiel d'empoisonner le groupe pendant sa préparation, ou un petit peu plus tard. Imaginons que Kirk, alors que Cousins, pour une raison qui nous échappe, sous-performe cette année-là. Bon, assez peu de chance s'il revient en forme, on va quand même se l'avouer, mais imaginons qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on met 180 millions de dollars sur le banc et on lance le rookie? Il y a tellement de scénarios qui peuvent se dérouler. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bien se passer. Il y a aussi énormément de choses qui peuvent très très mal se passer. En tout cas, il va falloir garder un œil sur les Falcons pendant les camps d'entraînement. Moi, c'est la raison pour laquelle je ne crois pas au fait que ce soit une prévention d'une éventuelle blessure qui serait mal guérie pour l'instant de Kirk Cousins, parce que je pense que quand ils l'ont fait venir, ils ont... Alors, on n'a jamais de garantie parce qu'il peut se reblesser, mais sur son état actuel, c'est qu'il est prêt à jouer. Sinon, ils n'auraient pas déboursé une telle somme. Enfin, ils ne sont pas stupides non plus. Ils n'auraient pas déboursé une telle somme pour un mec dont ils ne sont pas sûrs qu'il pourra jouer. Ça me semblerait complètement délirant. Donc, à mon avis, ils le savent. C'est peut-être juste, effectivement, pour préparer l'avenir. Mais ce qui surprend encore plus, Damien, c'est qu'ils ont choisi un quarterback alors qu'on sait que les Falcons avaient d'autres besoins. Notamment en défense. Il y avait par exemple Dallas Turner qui était très pressenti pour être le choix des Falcons. Et ils ont préféré se passer de cet aspect défensif, de cet aspect dans le pass rush pour aller chercher un quarterback. C'est quand même très très surprenant. Ouais, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi, honnêtement. J'aime beaucoup Michael Penix Jr. Je trouve que c'est un quarterback qui est extrêmement courageux. D'ailleurs, j'ai consacré un article dessus que je vous invite à lire pour savoir son histoire. Bon. Allez le lire. C'est gentil. Mais voilà, c'est un quarterback qui a connu des blessures vraiment terribles, qui s'est blessé 2 fois d'affilée au genou et qui, voilà, sa carrière aurait très bien pu s'arrêter. Et il est quand même resté là. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de résilience, quelqu'un qui est capable qui a déjà connu des situations très difficiles. Donc ça, c'est bien pour la NFL. Maintenant, je crois vraiment pas du tout que ce soit le genre de quarterback qui aille dans le système des Falcons avec ce jeu un petit peu jeu de course, play action, etc. Ça faisait pas du tout ses qualités. C'est plus un quarterback shotgun, qui court, etc. C'est vraiment l'antithèse en fait de Kirk Cousins. Et c'est là où pour moi il y a quelque chose que je n'arrive vraiment pas à comprendre, c'est quel est le sens tactique de ce choix en fait. Quand il y avait JJ McCarthy qui lui pour le coup est ce quarterback de situation, ce quarterback de play action qui aurait pu pour le coup énormément apprendre de Kirk Cousins, avec qui il a d'énormes similitudes. Donc j'arrive pas à comprendre ce choix. J'aime beaucoup Michael Penix Jr. C'est un très bon gars, un très bon quarterback. Et la question ne se pose pas. C'est pas non plus le meilleur prospect. Je pars remettre de l'huile sur le feu aussi en ce qui concerne les blessures. C'est quand même quelqu'un qui a une histoire de blessures quand même assez sévère.
c'est pas forcément un meilleur prospect pour se dire on est tranquille, on a un mec qui se blesse jamais, qui est super solide, c'est pas le cas. Donc j'arrive pas à comprendre ce choix, vraiment, je l'ai retourné dans tous les sens, j'arrive pas à le comprendre. Le choix, tu l'as retourné. Le choix, ouais. Le choix de Michael Penix en 8. Oui. Si c'était plus tard, c'était un autre quarterback. Et c'était même pas lui qui était prévu normalement dans les mock drafts, dans la majorité des mock drafts, pour être le 4e quarterback choisi. On parlait de JJ McCarthy, notamment. C'est là. Alors, il y a vraiment eu, à mon avis, un coup de cœur entre guillemets pour Michael Penix parce que c'est pas possible autrement. Probablement. De se dire, on balance nos besoins qui pouvait être comblé par un choix de joueur, pour aller chercher un quarterback qui n'est même pas celui qui, normalement, aurait dû être appelé comme 4e quarterback. Ça aurait, selon toute vraisemblance, dû être McCarthy. C'est vraiment étrange, hein, ce choix. Ça amène de questions. Après, si ça se trouve, dans 3 ans, il sera quarterback titulaire, il marchera sur la ligue, et voilà. On ne dit pas que c'est un mauvais choix. Hein. Enfin, aucun de nous trois n'a dit que c'était un mauvais choix. C'est un choix surprenant. Voilà. Je crois que le mot c'est bien surprenant, ça te convient? Ça vous convient tous les deux? Et d'autant plus que si on lui donnait l'attaque aujourd'hui telle qu'elle est faite, on va dire aujourd'hui, et telle qu'elle est en train d'être construite pour Kirk Cousins, il a pas forcément les qualités intrinsèques aujourd'hui pour les prendre en main, peut-être dans 2-3 ans, et honnêtement, je pense qu'il est capable. Michael Penix Jr., c'est un quarterback, je pense qu'il réussira en NFL, je m'inquiète pas trop pour lui, mais lui donner l'attaque maintenant, ça serait, je pense, un désastre. Très bien. On passe à la suite des quarterbacks, notamment, qui ont été sélectionnés, parce qu'on n'a pas trop de surprises. Si tu veux peut-être dire un mot, Damien, sur JJ McCarthy en 10? Ça te fait plaisir, toi? C'est parfait, c'est parfait. La situation est parfaite pour lui. Je suis vraiment très content qu'il soit chez les Vikings. Je pense que c'est une franchise qui lui va très bien. Il a fait toute sa carrière dans le Midwest, du coup à Michigan, et là du coup il se retrouve dans une situation qui va être un petit peu similaire avec une franchise NFL passionnée, mais aussi voilà un peu rugueuse. Voilà, c'est un ancien joueur de hockey aussi, donc il a l'habitude de la glace et du froid, donc c'est pas mal pour jouer à Minneapolis. Ouais. Alors par contre, il jouera sur l'herbe. Hein, mais non, ils n'ont pas tenté une nouvelle parade chez les Vikings de faire jouer les gens sur la glace, ce qui pourrait être original. Vu le froid qu'il fait à Minneapolis l'hiver, on n'en est pas loin, donc c'est vrai que. Mais non, mais c'est vrai que c'est un choix parfait. En plus, voilà, le front office des Vikings a dit qu'il voulait pas non plus trop le rusher, lui laisser prendre du temps pour trouver sa place. Donc c'est vraiment, je pense, le meilleur choix pour lui pour réussir en NFL, et je suis très content parce que c'est un joueur qui a vraiment ce qu'il faut, et je pense qu'il va réussir en NFL. Nous rappelons que nous sommes donc le 1er mai 2024 et que Justin Jefferson est toujours retenu parmi l'organisation des Minnesota Vikings. Nous lui envoyons, évidemment, comme toutes les semaines, toute notre affection et tout notre soutien. La 12e position, c'est celle des Broncos. Ils n'ont pas trade-up, les Broncos. Ils sont restés bien sagement à leur 12e position pour aller chercher qui donc? Un quarterback. Eux, c'est comme prévu. Alors eux, ils ont pris ce qui était prévu. Il n'y avait plus Caleb Williams, il n'y avait plus Jaden Daniels, il n'y avait plus Drake May, il n'y avait plus Michael Penix Jr., il n'y avait plus JJ McCarthy. Ils ont donc pris Bo Nix. Est-ce un choix par défaut, Seb? J'en ai peur. J'en ai peur pour eux, puisque Bo Nix, il était projeté comme un prospect de 2e tour, au mieux. Il ne semblait pas avoir les qualités pour être un choix de 1er tour. Bleacher Report l'avait classé, je crois, 61e choix dans leur mock draft. Du coup, on peut dire que c'est pour eux un choix qui est risqué. Certes, Denver a besoin d'un quarterback. On va rappeler que leur QB room ne vend pas exactement du rêve en ce moment. C'est peut-être un petit peu inquiétant pour eux, d'autant que c'est un prospect qui a déjà 24 ans. Et alors, aussi surprenant que cela semble, 24 ans pour commencer chez les pros, c'est vieux. Faut rappeler qu'en principe, la 4e année, un joueur qui sort de 4e année de NCAA, il est censé avoir 22 ans. Donc, c'est plus jeune que Michael Penix. C'est plus jeune que Michael Penix, effectivement. Mais qui remet une pièce dans la machine à chaque fois. Donc,
Oui, effectivement, choix par défaut, j'en ai peur pour Denver, qui semble un petit peu au désespoir sur le poste de quarterback. Mais une fois de plus, je vais reprendre l'argument néanmoins que j'avais repris il y a quelque temps de cela lorsque l'on avait évoqué la situation de ce poste à Denver. Peut-être que Sean Payton, c'est ce qu'il recherche. Il recherche un joueur jeune qui va pouvoir modeler. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas cliqué avec Russell Wilson, qui arrivait déjà avec son vécu et son bagage de pro. La compétition pour le poste de titulaire va être intéressante. Justement, le poste de titulaire, mon cher Damien, on a donc Bonix, Zach Wilson et Jared Stidham. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises dans la QB room. On a même Ben DiNucci aussi, je crois, qui est toujours là. Oui, bon, on va peut-être pas tous les faire, mais je crois qu'il est là, lui aussi, à l'arrière du camion des Broncos, retenu prisonnier, lui aussi. Qu'est-ce qui... tu vois qui comme starter? On met Zach Wilson et Bonix. Ah bah oui, mais attends. Allez, mets ta tête sur le bio, Damien. Là, donne-moi le titulaire des Broncos la saison prochaine, on va rire. C'est quand même la question. Enfin, je veux dire, ça va être particulièrement intéressant pendant la off-season à suivre et pendant les camps d'entraînement, parce que à l'heure actuelle, entre Jared Stidham, Zach Wilson, bon, tu peux penser que s'ils sont allés chercher Zach Wilson et Bonix alors qu'ils avaient Jared Stidham, c'est qu'il a quand même probablement un cran en dessous, sinon ils n'auraient pas pris les deux autres. Mais ne serait-ce qu'entre Zach Wilson et Bonix, on fait démarrer qui? Bah écoute, j'avais mis Bonix au départ dans ma mock draft pour les Broncos, même si c'était beaucoup trop haut, mais bon après j'avais mis aussi Spencer Rattler chez les Riders, il était drafté au 5e tour, donc on va en parler. Donc voilà, j'ai peut-être des ambitions un petit peu trop élevées. J'aime bien Bonix, c'est un quarterback quand même voilà, qui est précis, qui est créatif, qui est intéressant. Je le voyais pas partir comme titulaire, honnêtement. Pour moi, quand ils avaient pris Zach Wilson, et peut-être que je vois Zach Wilson beaucoup mieux que ce qu'il est, pour moi, Zach Wilson allait être titulaire et je voyais pas le problème. Je trouvais que je me suis dit pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que du coup, là, ils ont drafté Troy Franklin, qui est son ancien coéquipier à Oregon, avec qui Troy Franklin, c'est un excellent receveur qui a chuté dans la draft de manière assez improbable et qui a battu tous les records de réception à Oregon la saison dernière avec Bonix. Et donc, j'ai plutôt l'impression quand même qu'ils ont essayé de reformer le duo qui marchait à l'université. Pour les lancers titulaires, donc je vais dire Bonix titulaire. Très bien. Seb, c'était quoi ces yeux incroyables quand on parlait de Zach Wilson? Zach Wilson titulaire, ça n'a pas l'air de faire aucun bon souvenir. Du côté des Jets, on connaît très bien la valeur de Zach Wilson titulaire. Tu devrais peut-être leur poser la question pour leur avis. Non, toi, tu mets qui? Tu mets Bonix ou Zach Wilson en titulaire? Tant qu'à repartir sur du neuf, pourquoi ne pas lancer le rookie? Pourquoi ne pas lancer Bonix après tout? Effectivement, Damien a un excellent point. Il reforme son duo de ces années NCA, et NCA qui datent d'il y a quelques mois en fait. Intéressant d'avoir ce deuxième choix de draft. Pourquoi pas? Je pense par contre qu'il a toutes ses chances pour prendre le poste de titulaire lors des camps d'entraînement. Très bien, parfait. On continue à dérouler ce premier tour et on va arriver aux Raiders, parce que les Raiders, eux aussi, étaient en recherche d'un quarterback et ma question va être très simple, Damien. Est-ce que finalement les Raiders, c'est pas les dindons de la farce? Parce que avec les Falcons qui ont fait la surprise d'aller chercher un quarterback, et on sait qu'on avait grosso modo une poche de 6 quarterbacks disponibles, et en dessous, alors on parlera du cas Spencer Rattler juste après, mais en dessous, on avait vraiment un vide, et d'ailleurs, le quarterback suivant sélectionné a été très loin. Est-ce que finalement les Raiders n'ont pas tout perdu dans cette draft? Tout perdu, j'irai pas jusque-là parce que moi je suis très mesuré. J'aime bien leur choix de deuxième tour, notamment le centre d'Oregon, Jackson Power Johnson, et Brock Bowers, c'est un excellent prospect comme Titan. Maintenant, je suis très puzzled, je suis très perdu en ce qui concerne
la QB Room de Las Vegas. Mais peut-être que pour avoir des réponses, il faudra écouter notre podcast précédent. Mais, le teasing. mais voilà, peut-être qu'ils ont une autre idée. Franchement, j'ai pas j'avoue ne pas avoir les mots. J'aime quand même pas trop mal leur draft parce que voilà, Brock Bowers c'est un excellent tight end. Maintenant, dans cette équipe des Riders, qu'est-ce qu'il vient faire là? Alors peut-être qu'ils ont accepté que voilà, la situation de quarterback sera pas réglée cette année et ils misent sur autre chose, de la free agency ou la draft. Je pense que c'est sûrement le cas. Dans ce cas-là, c'est un peu triste pour ce pauvre tight end qui, je pense, va vivre une saison très complexe. Mais oui, c'est vrai que il restait pas grand-chose, quoi. Donc s'ils voulaient quelque chose, il fallait trade up. Mais une pensée à Davante Adams aussi. Ah ouais, non, là, franchement, ça va être dur. Maintenant, pour moi, ils font une draft qui est pas non plus ridicule. Ah non voilà, le tackle de Maryland, le centre d'Oregon est excellent. C'est vraiment un des meilleurs joueurs de cette draft. Moi, je l'avais mis au premier tour. C'est vraiment un patron, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui va reconstruire l'équipe. Donc, je pense qu'ils sont partis sur une reconstruction qui va prendre plus de temps que ce qu'on voyait au départ. Et ils ont commencé à mettre des premières pièces, on va dire. Et la reconstruction n'est pas du tout finie pour Las Vegas. Et encore une fois, il s'offre, tu l'as rappelé, Brock Bowers, le tight end de Georgia, qui était le meilleur tight end de cette QV 2024. Donc, c'est pas un choix ridicule, hein, loin de là pour les Raiders. On a parlé de la QB room des Broncos. Seb, la QB room des Raiders, pour l'instant, c'est pas la folie non plus. On a Aidan O'Connell, on a Gardner Minshew. Alors, Aidan O'Connell qui a soufflé un peu le chaud et le froid dans sa première saison. Gardner Minshew, il faut rappeler aussi qu'il a quand même emmené les Colts au bord des playoffs l'an dernier, parce que Anthony Richardson a joué le tout début de saison, mais ensuite c'est Gardner Minshew qui a porté l'équipe, avec un succès qui est quand même qui est relatif, parce qu'ils n'ont pas été en playoffs, mais c'était loin d'être ridicule dans les performances tout de même. Donc finalement, est-ce que Gardner Minshew pourrait pas faire l'affaire? Et sinon, quelle solution est-ce qu'il leur reste? Gardner Minshew, il pourrait parfaitement faire l'affaire. C'est un professionnel aguerri. Effectivement, il a connu plutôt une bonne saison l'année dernière. Bon, il faut pas oublier justement que il a peut-être bénéficié de circonstances un petit peu particulières. La blessure d'Anthony Richardson, qui est un joueur qui n'a absolument pas le même profil que lui. Donc, il a pu se retrouver à plusieurs reprises à affronter des défenses qui s'étaient préparées pour Anthony Richardson et pas forcément pour lui. Il a pu en bénéficier. Je voudrais être un petit peu plus... Alors, je vais rebondir sur la conclusion de Damien. Effectivement, je pense que cette draft, c'est le début de la reconstruction pour les Raiders. Et je pense que cette reconstruction, ce début de reconstruction, passe pas forcément par un poste de quarterback. Pourquoi? Puisque d'une part, on a Gardner Minshew qui peut probablement faire le job. Et puis, mais si on regarde, il va pas être si mal entouré que ça. Buck Bowers arrive. Il aura à sa disposition Davante Adams, Jacoby Myers, Trey Tucker en receveur. On a un autre receveur qui est arrivé, c'est le vétéran Chris Gallup. Alors certes, on l'a pas vraiment revu en forme depuis sa rupture des croisés en 2021, mais il a de l'expérience, elle sera sûrement précieuse. On a Zamir White et Alexander Mattison en running back, et Luke Getsy, l'offensive coordinateur, a l'intention de faire tourner un set à 2 tight ends. Donc il aura Bowers et Michael Mayer qui sera en deuxième année. Donc moi j'ai l'impression qu'en attaque, alors je suis d'accord, ça fera pas trembler forcément les défenses adverses, mais il y a déjà une base. Et il ne faut pas oublier également que nos amis des Raiders, ils se sont renforcés en particulier sur une défensive avec l'arrivée de Christian Wilkins. L'arrivée d'un defensive tackle d'un tel calibre, ça peut vraiment rebooster une défense. Ça va faire un chouette copain de jeu à Max Crosby et ça peut donner une défense qui va permettre de maintenir un petit peu ce club dans les matchs, ce qui n'a pas été forcément le cas la saison dernière. Donc je dirais que la marche est encore très très haute pour prétendre au sommet de leur division, mais que peut-être que, mine de rien, là, on a des pièces qui se mettent en place. Leur draft a été en effet très intéressante, comme l'a dit Damien, mais le poste de quarterback reste un point d'interrogation, si pas carrément un angle mort pour le moment pour ce club. Alors j'ai une question de Marc pour parler de la suite de ce premier tour, parce que ça va englober un peu tout le reste. Est-ce que toi, Damien, il y a un autre choix que ceux qu'on a évoqués qui t'a surpris,
On a évoqué Michael Penix Jr. notamment, le fait que les Raiders prennent pas de quarterback, sans doute par nécessité. Est-ce qu'il y a un choix dans ce qui reste entre la 14e et la 32e position qui t'a surpris? Alors ça peut être un choix ou un non-choix, parce qu'on a vu les Bills, par exemple, quitter ce premier tour, ne plus être dans le premier tour. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a surpris, toi? Pas tant que ça, je trouvais que c'était une draft assez cohérente en dehors du choix de... Le choix qui m'a surpris le plus encore que Michael Penix, c'est les Giants, en fait. Je les voyais pas passer sur un quarterback. Non, je trouve que le reste de la draft, et pour le coup, c'est quelque chose d'assez positif. Je trouve que c'est une draft globalement assez cohérente, je trouvais, avec des équipes qui sont bien renforcées, notamment en ligne offensive. Il y a beaucoup de joueurs de ligne offensive qui sont partis dans cette fin de premier tour. J'ai trouvé ça très cohérent pour le coup quand je le relisais. Je trouvais ça bien. Donc non, je dirais à part les Giants, mais encore ça pourrait se comprendre. C'est celui qui m'a le plus surpris, on va dire. Xavier Worthy en 28, on est d'accord par les Chiefs, on est d'accord que là c'est probablement une histoire de coup de foudre et de connexion presque préétablie entre Patrick Mahomes et Worthy, parce qu'on rappelle qu'après le combine, quand Worthy a battu le record du 40 yards, Patrick Mahomes l'avait contacté, Xavier Worthy, en disant pour s'intéresser à son profil, et Worthy avait déclaré à la presse je pourrais devenir le nouveau Tyreek Hill, etc. Donc il y avait déjà des fortes connexions entre les Chiefs et ce receveur-là, qui était plus projeté en début de deuxième tour, mais les Chiefs ont décidé de prendre les devants pour aller le chercher, quoi. Ça me semble logique, c'est vraiment le type de receveur qu'adorent les Chiefs et qui arrive très bien à développer en plus. C'est un receveur ultra explosif. J'aime beaucoup Xavier Worthy, je trouve que c'est un très bon receveur, vraiment explosif, et je pense qu'aujourd'hui il est très heureux d'avoir été sélectionné par les Chiefs. Oui, je pense aussi. Seb, toi, il y a un choix qui t'a surpris. Tu veux nous parler des 49ers peut-être, non? Pas forcément des 49ers. Alors un choix je vais à nouveau abonder dans le sens de Damien, c'est une draft qui a été dans l'ensemble assez cohérente pour tous les clubs. Un choix un petit peu surprenant pour moi, c'est Miami qui jette son dévolu sur Chop Robinson au premier tour. Chop Robinson qui a un profil de defensive end outside linebacker, là où les besoins de Miami étaient plutôt à l'intérieur de la ligne défensive. Je sais pas si c'est un mauvais choix pour eux, mais j'ai trouvé ça un petit peu surprenant. Voilà. Ça s'arrêtera là. Je pense pas que c'est une draft dans laquelle il y a eu de grands perdants, du moins sur le papier, et après on verra sur le terrain, et ça c'est toujours une autre histoire, en particulier quand on se projette sur les joueurs universitaires qui arrivent dans les rangs pro, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de grands perdants cette année sur cette draft. Parlons précisément de surprises. Il y en a une de petites surprises. Et là, Damien, je vais te laisser en parler parce que forcément, tu as fait la mock draft de TFA et tu as écrit un article sur le cas Spencer Rattler. Spencer Rattler, c'est qui? C'est un quarterback qui a été projeté un petit peu à tous les tours, hein, on va pas se mentir, mais sûrement pas jusqu'au 5e et en 150e position. Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont donc, à mon plus grand bonheur, sélectionné Spencer Rattler avec le 150e choix. C'est absolument presque incroyable, Damien. Ouais, c'est une très bonne opération pour les Saints. Tu as raison, il a été projeté à tous les tours. Alors, je pense qu'il n'y a que moi qui l'ai projeté au premier tour. Mais j'aime bien faire ça dans mes mock drafts, c'est-à-dire que voilà, de temps en temps, j'aime bien être classique, et j'aime bien de temps en temps casser un petit peu les codes et me dire qu'est-ce que je prendrais à leur place, et pas non plus faire le choix consensus de base. Et Spencer Rattler, c'est un quarterback qui a été la star de la série Netflix QB1 Beyond the Lights. Et qui du coup dans cette série Netflix a été vu de manière extrêmement négative par le reste, par les États-Unis, par le reste des gens qui regardaient ça, puisque on l'a vu se comporter de façon un petit peu exécrable quand il avait 17 ans avec ses coéquipiers, les critiquer, être un espèce de petit con. Mais il n'est pas un petit con à 17 ans. Voilà. Mais c'était il y a 5 ans. On salue Arthur qui vient de fêter ses 18, qui n'est non plus un petit con. Lui. C'est plus un petit con. Et en plus, il avait été suspendu à la fin du show pour une raison liée à son comportement. Et donc, c'est vrai que les gens avaient gardé cette vision de lui qui ça me paraît fou de se dire. Et c'est vraiment quelque chose qui a été rapporté du coup par NFL Network. Alors que bon, pour le coup, voilà,
à la rigueur, ce que je retiendrai de Spencer Rattler, c'est son échec à Oklahoma. C'est le fait qu'il a été mis sur le banc pendant le Red River Showdown, le match le plus important de la saison des Sooners. Mais non, c'est vrai que c'est ce show Netflix qui est resté. Ça paraît fou de se dire voilà ça, alors que franchement, il a réussi son transfert à South Carolina, qui en plus, franchement, il était dans une situation très complexe chez les Gamecocks, avec une ligne offensive absolument désastreuse, et il s'en est vraiment bien sorti. Il les a amenés à être classés au niveau national pour la première fois depuis une vingtaine d'années au moins. Donc Spencer Rattler a beaucoup évolué, et c'est un quarterback qui est plein de qualités, qui a un bras super puissant. C'est typiquement le genre de profil que la NFL adore et qui marche bien en NFL. Donc franchement, chapeau les Saints. Alors, je vais reprendre les mots de Valentin de The Trick Play, parce que nous ne faisons pas, nous, de profil de draft. Donc, je prends chez les meilleurs. Donc, nous citons et nous saluons aussi toute l'équipe de The Trick Play. Valentin qui écrivait donc sur The Trick Play. Rattler a sans doute les outils pour être le QB1 d'une franchise, mais pas sous n'importe quel système. Un système qui pourrait lui convenir dans le style de Kyle Shanahan, Matt LaFleur, pourrait être très bénéfique. Bon, il y a Denis Allen, pas sûr qu'il gagne au change. Donnez-lui un gros jeu au sol avec des play action et il fera tourner votre attaque. Il évaluait Spencer Rattler comme un prospect du 2e jour. Finalement, les Saints l'ont eu le 3e jour avec le 150e choix. Seb, est-ce que les Saints ont réalisé le style de la draft? Je suis persuadé qu'ils ont réalisé une très très belle opération. Un prospect qui a chuté pour alors les raisons que Damien a évoquées et qui sont, à mon sens, qui ne sont plus pertinentes aujourd'hui. C'est quand même très difficile de juger le comportement d'un jeune homme de 24 ans à l'aune de celui qu'il avait à 17 ans. C'est à mon avis nul et non avenu. Il a su rebondir déjà dans sa carrière universitaire. Les Saints, de leur côté, il faut bien reconnaître que sur le poste de quarterback, ils savent plus trop ce qu'ils vont pouvoir tirer de Derek Carr, qui a déjà 33 ans, qui a un sacré historique de blessures, et qui est peut-être plus proche de sa fin de carrière que du début maintenant. Donc, je pense qu'ils se sont trouvés une très belle assurance. Un joueur qui est peut-être un diamant brut, qui a besoin d'un peu de travail pour passer la marche qui lui permettra vraiment de s'affirmer en tant que professionnel, mais très très belle opération pour eux et un petit coussin de sécurité au poste de quarterback. Est-ce que finalement, Damien, les Saints n'ont pas réussi ce que les Falcons sont tentés, c'est-à-dire assurer l'avenir avec un quarterback, mais sauf que les Saints l'ont fait avec le 150e choix. Pour moi, ils l'ont mieux fait pour le coup, parce que c'est un joueur qui leur correspondra plus et qu'ils ont plus les moyens de développer, en fait. Et pour le coup, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux fait ça. Et puis en plus, franchement, à 150e position, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, quoi. Il n'y a pas de gaspillage, quoi. Il y a pas le risque, le potentiel risque n'est pas le même. Parce qu'avoir un choix top 10 dans la draft, ça t'arrive pas forcément tous les ans. Non plus, ça c'est évident. Alors, question que j'avais prévue, moi, dans le petit programme qui est toujours prévu, parce que vous ne le croyez peut-être pas, mais ces podcasts sont préparés. Oui, ça paraît. Si, il travaille. On dirait pas comme ça. Mais... On dirait pas, mais c'est beaucoup de travail. La question, c'est quelle équipe a réussi la meilleure draft pour toi, Seb, de cette draft NFL 2024? Je vais être assez conservateur, mais j'ai envie de dire Chicago. Chicago qui bénéficiait de 2 choix dans le top 10, donc si tu rates ta draft avec 2 choix dans le top 10... Ils n'en avaient pas beaucoup de choix, mais ils en avaient 2 dans le top 10. Ouais. Ils en avaient 2 dans le top 10. Si tu te rates avec ça, c'est le problème, il n'est pas sur le terrain, il est dans les bureaux. Ils ont créé ce qui semble être un duo de rêve ou de cauchemar pour leurs futurs adversaires avec Caleb Williams et le receveur Rome Odunze. Au 3e tour, ils prennent l'offensive tackle de Yale, Kiran Amegadike, qui me pardonnera si j'écorche son nom, j'en suis désolé, qui est sans doute un joueur à développer lui aussi, mais qui va amener de la profondeur à l'OL des Bears, à l'offensive line, pardon, des Bears. Ils prennent un pass rusher avec Austin Booker de Kansas pour redynamiser là aussi leur pass rush qui en a bien besoin puisqu'il a perdu beaucoup de monde, notamment lors de la trade deadline la saison passée. Et puis, surtout, lors du 3e jour, eh bien, il récupère plusieurs skill players avec le running back Will Shipley et les receveurs Anya Smith
et Johnny Wilson. Ça va là aussi ajouter de la profondeur à ces postes-là. Peut-être trouver un receveur 3 pour compléter un petit peu tout ce monde, et puis parer à des blessures éventuelles sur les postes de running back. Donc moi, je trouve qu'ils ont fait une bonne opération. Et Même je me rends compte que je viens de confondre avec le 3e joueur de Philadelphie, pardon, à qui je mettais une mention honorable, puisqu'ils avaient récupéré notamment 2 cornerbacks. Ils récupèrent Quinion Mitchell au premier tour et Cooper DeJean au deuxième, en se renforçant sur un poste qui en avait énormément besoin de leur côté, puisqu'on sait que leur défense antiaérienne a terminé 31e la saison passée, a été leur véritable talon d'Achille. Même question, Damien. Qui a le mieux réussi cette draft? Bon, déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Seb pour les Bears et pour les Eagles. J'aime beaucoup la draft des Chargers. Je trouve que c'est pas forcément. Ça fait longtemps qu'il a plus drafté en prêcher pour sa NFL, Jim paroisse. Harbaugh. Et j'ai pas que les Chargers, mais j'aime beaucoup la draft. Je la trouve vraiment, je trouve que c'est vraiment un changement culturel en fait pour les Chargers. J'allais dire pour le programme des Chargers. C'est-à-dire j'ai un peu cette idée de programme universitaire qu'on est en train de modeler. Voilà, Ladd McConkey, c'est un excellent receveur qui est capable, voilà, de créer de l'espace et qui va être vraiment super pour les Chargers. En plus, ils ont sélectionné Junior Colson de Michigan, linebacker, qui est un des meilleurs prospects défensifs de la draft et qui en plus est un des lieutenants en défense de Jim Harbaugh avec les Wolverines. Donc c'est une situation où en fait le rookie va mieux connaître la défense que quasiment tout le monde. Donc c'est quand même un bon avantage. Ils sont allés chercher Cam Hart de Notre Dame, qui était vraiment un steal au 5e tour. Et j'aime pas mal le choix aussi de Brandon Rice, le fils de Jerry Rice. C'est assez cool, je trouve. Voilà, et ça vient renforcer l'équipe. J'aime beaucoup aussi la draft des Steelers. Je la trouve vraiment, vraiment carrée avec deux sélections en ligne offensive, que ce soit Troy Fautanu et Zach Frazier. Roman Wilson, le receveur de Michigan, c'est un joueur que j'aurais vu aller chez les Chargers parce que voilà, pour le coup, c'était une des valeurs sûres de l'attaque des Wolverines. Il va aller parfaitement dans cette équipe des Steelers. C'est vraiment une très très bonne draft, je trouve, des Steelers. Moi, je prêchais pour ma paroisse et je vais vous parler des Saints. Non, mais blague mise à part, les Saints. Non, j'en vais en parler quand même 2 secondes parce que les Saints sont réalisés, et c'est peu de le dire parce que ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Je trouve sur le papier, encore une fois sur le papier, une draft quasi sans faute. Il y avait un gros besoin sur la ligne offensive qui était évident. C'était quasi sûr qu'ils allaient prendre leur premier tour sur la ligne offensive. Ils sont allés chercher Fuaga, qui était probablement dans la discussion pour être le meilleur au moment où les Saints avaient leur 14e choix. Derrière, ils vont trade up au 2e tour pour aller chercher Cullen McKinstry d'Alabama, qui était projeté parfois en fin de premier tour. Donc, ils vont le chercher en 41e position, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on va parler de Spencer Rattler. Bref, il y a Boyd aussi, il y a Bob Means en receveur. Franchement, je n'ai pas toujours été un grand fan des drafts de notre ami Loomis, mais là, pour le coup, sur le papier, c'est pas mauvais. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est la draft. On ne sait pas comment ça va finir. Mais sur le papier, je dois reconnaître que c'est moins pire que ces dernières années, et c'est même, voilà, ça correspond vraiment bien aux besoins qu'avaient les Saints, avec des joueurs qui semblent être de qualité. Tu me confirmes, Damien, c'est des joueurs de qualité, tous ceux que j'ai cités? Oui, je trouve que c'est une draft, vraiment une très très bonne draft des Saints. Talizi Fuaga, c'est vraiment un des meilleurs prospects en ligne offensive, donc très très bon choix. Cullen McKinstry, valeur sûre, plus de 800 snaps avec Alabama. C'est très rare qu'Alabama lance des true freshmen en fait. C'est vraiment quand les joueurs arrivent, viennent à peine de rentrer dans le programme, et c'est vraiment très très rare qu'il commence d'entrée, et il avait commencé d'entrée pour Alabama. Alors il a un peu descendu pour des questions autour de son attitude. En fait, etc. les Saints, ils ont pris des cas qui avaient des problèmes d'attitude cette année. Mais pour le coup, ouais, et ça continue, parce que bon, même si je l'aime bien, Michael Thomas, voilà, c'est vrai que c'est quand même une draft courageuse, mais je pense que c'est une draft qui peut rapporter énormément, parce que Cullen McKinstry, ça peut être cette valeur sûre
comme corner. Spencer Rattler, dans les bonnes conditions, il peut exploser. Je trouve que c'est vraiment une très bonne draft de la part des forcément, Saints. ça a relancé les rumeurs d'éventuel départ de Marshon Lattimore, puisqu'il y a eu cette draft de McKinstry. Donc, il y a des rumeurs comme quoi notre ami Lattimore serait possiblement partant. Mais bon, les rumeurs, tu connais ça, Seb, hein, entre Brandon Ayuk et Deebo Samuel, je pense que tu as eu ton lot. On a que de ça en ce moment, des rumeurs à San Francisco, donc c'est bon. C'est déjà pas mal. Question qui a été posée sur Instagram par Fredinho, qui nous demande, à l'inverse, quelle équipe a le moins bien géré son recrutement draft? Quelle équipe vous a semblé un petit peu... Damien, je vais commencer par toi, oui, il en faut un, je suis désolé. Quelle équipe a semblé peut-être un cran en dessous dans cette draft? Je raffole pas de la draft des Seahawks. C'est vrai qu'ils n'avaient pas un super choix au premier tour. Je vois pas une draft qui va apporter vraiment quelque chose de plus que d'habitude. Je raffole pas la draft des Seahawks. Alors après, évidemment, il y a le choix logique, on va dire, avec les Falcons, parce que c'est du sacrifice total. Mais en dehors de ça, ouais, la draft des Seahawks m'inspire pas grand-chose. Je trouve qu'elle va pas non plus apporter... elle va pas beaucoup apporter à la franchise, en tout cas Seb, autant est-ce que tu as une petite équipe qui t'aurait un peu déçu? Moi, je dirais Tennessee. On les a évoqués tout à l'heure. Tennessee qui prend J.C. Latham au premier tour alors qu'il visait très certainement Joe Alt. Puis au deuxième, qui prennent le defensive line T'Vondre Sweat de Texas. Et bon, T'Vondre Sweat, il n'a pas encore commencé sa carrière pro, qu'il a déjà quelques petits problèmes avec la police, à tel point qu'on pensait vraiment qu'il ne serait pas pris avant le troisième jour. Moi, ça me paraît être une draft un petit peu risquée pour eux, alors qu'ils avaient beaucoup de besoins à combler sur ces postes-là précisément. J'attends de voir, mais moi, dans mon classement personnel des drafts, ils font pas partie de ceux qui ont le mieux réussi. Alors, je vais maintenant passer aux questions de nos auditeurs, des questions qui ont pour encore, si je dis pas de bêtises, un rapport avec la draft, et on en a 3 autres qui n'ont pas de rapport avec la draft, mais on va les prendre quand même, parce qu'on n'avait pas précisé que ça devait être sur la draft, donc on va répondre à tout le monde. Question sur la draft de Chris, qui nous demande, les premiers tours de draft sont-ils la plupart du temps surcotés, Damien? Je vais reprendre ma phrase préférée du podcast. Voilà. Ça dépend. On va lui mettre un copyright. Alors, il y a si vous suivez Tailgate, on a le Pafifou de Seb. On a le Daniel Jones a signé un contrat parce que c'est le marché de Yaya. On a le Flav pose des questions ridicules de Arthur. Et on a Damien, donc, qui nous dira tout le temps maintenant, ça dépend. Voilà. Donc, ça dépend. Alors, on t'écoute, ça dépend du coup. Ouais. Je vais m'en faire un t-shirt. Chacun avec nos phrases cultes. Toi, ce sera ça dépend. Ça dépend vraiment, parce que c'est vrai que quand je vais presque reprendre mot pour mot ce que je crois que j'avais dit il n'y a pas si longtemps. Quand c'est Joe Burrow, il n'y a pas de question. Je pense que par contre, il y a une pression énorme quand on est particulièrement un quarterback choisi au premier tour. Et c'est vrai que cette pression, du coup, fait qu'il y a souvent des franchises qui choisissent, pas forcément en numéro 1, mais entre 1 et 5, je dirais, des joueurs pour choisir des joueurs, j'ai l'impression des fois, et qui vont faire des choix complètement éclatés, et qui, du coup, mettent en fait ces joueurs-là dans des situations pourries. Je pense par exemple à Mac Jones, et qui n'ont pas beaucoup de sens. Et j'ai été gentil, j'ai pas parlé des 49ers sur cette même draft, Seb, pour une fois, et Trey Lance. Mais c'est vrai que du coup, quand je pense pour les quarterbacks particulièrement, parce qu'en plus c'est quand même un poste qui demande pas mal de développement, à part certains prospects extraordinaires comme Joe Burrow, et je mets pas Caleb Williams dans le lot, certains prospects extraordinaires comme Joe Burrow ou même Trevor Lawrence, un poil en dessous. Quand c'est ces joueurs-là, voilà, il n'y a pas de question. Maintenant, c'est des postes, particulièrement quarterback, où il y a souvent besoin de développement. Et donc, quand on choisit au premier tour, des fois, on a l'impression, et particulièrement dans le top 5, que ça va marcher de suite, alors que ça prend quand même plus de temps pour un quarterback que, par exemple, pour un receveur où la transition se fait généralement un peu mieux. 49ers, je ne vois pas de quoi on parle. Je ne sais pas de quoi il retourne.
Voilà, c'est ça. On va occulter. Occultons. En 2000, on a beaucoup entendu ces derniers temps la draft 2021, ça a été une catastrophe, notamment au niveau des quarterbacks. C'est vrai que j'ai l'impression que cette question de les premiers tours sont-ils la plupart du temps surcotés? Je trouve que la plupart du temps est peut-être un petit peu fort, Seb, dans le truc, parce qu'on a quand même des gens qui sont sortis du premier tour et qui sont d'excellents joueurs. Certes, je pourrais aussi te dire que Tom Brady a été choisi combien 200e Et Brock Purdy a été 250. Voilà. Quoi. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que, mais je vais piquer la catchphrase de Damien. Effectivement, ça dépend. Et quand ça dépend, messieurs, il faut qu'on revienne vers la froide réalité des chiffres. Et le site The Daily Northman, qui est un site de fans des Vikings, a sorti un article assez intéressant là-dessus, calculant le bust rate, c'est-à-dire le pourcentage de bust dans la draft. Et alors, accrochez-vous tout de même, messieurs, parce que ils prennent 20 ans pour mesurer ça, entre 96 et 2016, parce qu'il faut bien avoir une échelle suffisamment longue et il faut bien arrêter aussi l'étude quelque part. Sur tous les draft picks, on ne parle pas que des premiers tours, hein, l'intégralité des draft picks sur 20 ans, il y en a plus de 16% qui n'ont pas joué pour l'équipe qui les a draftés, 37% considérés comme inutiles, 15,3% considérés comme insuffisants. Ça commence quand même à faire beaucoup. Hein. Donc, et ça laisse 12% qui sont considérés comme bons, 6,9% considérés comme great et 1% légendaire. Donc, ça prouve bien que une draft, c'est une loterie. On a beau analyser tout ce qu'on veut, toutes les statistiques, tous les metrics, on a beau mesurer les joueurs sous toutes les coutures, leur temps au 40 yards, leur saut en hauteur, en longueur, en largeur, leur nombre de reps au développé couché, ce que vous voulez, ben, il y a toujours un vrai facteur X. Et oui, on peut reprendre ces exemples. Ouais, Trey Lance, c'était un first round, ça devait être l'avenir des 49ers. Bon, eh ben, il a fini tradé à Dallas pour $20 et un paquet de chips, quoi. Quand tu as des Tom Brady qui sont choisis 200e, et il y a beaucoup, un Joe Montana, je crois que c'est un 4e tour, hein, ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'ils sont surestimés? Difficile à dire. Par contre, effectivement, le taux de bust, il est au final important. Et puis, il y a aussi autre chose à prendre en compte, il y a une part d'affect, c'est l'espoir que l'on place en le joueur, que le club place en le joueur au moment où il le draft. Il est certain que si ton quarterback que tu as pris au premier ou au deuxième round, tu te rends compte assez rapidement qu'il est tout juste capable de chausser ses lacets, la déception est légitime. Oui, dans ce cas-là, c'est légitime. Alors, j'ai quelqu'un dans les questions qui s'appelle Archibald. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai nom ou un surnom, peu importe. On le salue. Qui s'est amusé à nous faire un petit quiz. Alors, je vais vous poser la question. Alors, quand j'ai lu la question, moi, j'avais la réponse. C'est pas pour faire le mec qui savait, mais moi, je savais. Mais bon, on va voir si vous savez. La question est, qui est Jalen Key? Parce que là, vous savez qui est Jalen Key. C'était un ancien safety d'Alabama. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle de Jalen Key? Vous avez 10 secondes pour réfléchir. T'en as aucune idée. Eh ben, c'est le dernier choix, c'est le 257e de cette année, c'est Mr. Irrelevant de 2024. C'est donc Jalen Key, le safety d'Alabama. On se rappelle que Mr. Irrelevant est redevenu célèbre avec Brock Purdy, mon cher Seb, voilà, qui a été drafté en dernier en 2022. Je dis pas de bêtises, hein, c'est la draft 2022. Donc voilà. Et la petite question, alors c'est sympa, hein, si vous avez des petits quiz comme ça, n'hésitez pas à les poster sur Instagram, on y répondra. J'ai failli faire un article sur lui, c'est pour ça que je savais. Et puis tu as fait tous les, tu as écrit pour The Free Agent tous les choix de la draft. Incroyable. Mais c'est vrai que des fois on fait des articles sur le Mr. Irrelevant parce que ça marche bien et puis c'est toujours rigolo, tu vois. Et puis comme ça on pourra toujours dire qu'on a été les premiers à en parler si jamais il finit par percer. Autre question. Le pro la saison prochaine, on aura aussi été les premiers à en parler. Voilà, tout à fait. Tant qu'on en est à parler des Jets, parce que notre ami Jalen Key s'est retrouvé chez les Jets de New York en 257e choix, une question qui n'a rien à voir avec la draft, qui nous est posée par Paul.
Question, mon Seb, tu la connais parce que je te l'ai donnée juste avant l'émission en off. Aaron Rodgers peut-il emmener les Jets jusqu'en finale de conférence? Si déjà il peut les amener à la fin du premier quart-temps du premier match de la saison prochaine, ça serait pas mal. Alors attention, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai une vraie tendresse pour les Jets pour des raisons personnelles, parce que je suis allé les voir jouer il y a plusieurs années. J'avais passé un moment vraiment formidable dans leur stade. C'était contre les Patriots. Ils avaient gagné en plus, c'était absolument super. Mais l'avenir appartient-il à un quarterback quadragénaire? J'ai vraiment du mal à y croire. Parce que c'est l'avenir immédiat. Hein. Oui, là, c'est l'avenir immédiat. Hein. C'est pas. Je ne demande pas si ça va les porter d'ici les 10 prochaines années. Hein. Je n'ai pas l'impression que là, cette équipe. Parce que pourquoi pas construire une équipe pour gagner tout de suite, on l'a déjà vu, ça peut marcher. L'exemple des Rams. Non. Mais je vois pas en quoi là, les Jets sont bâtis pour gagner tout de suite. Donc, j'ai peur que ma réponse soit non. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser à Paul en retour, c'est pourquoi il s'est arrêté à la finale de conférence? Parce que si la question, c'est peut-il les emmener jusqu'en finale de conférence, pourquoi pas aller jusqu'au Super Bowl, tu vois? Mais bon, je sais pas. Je pense qu'il part du principe contre qu'il les faudrait Chiefs. affronter les Chiefs, par exemple. Ouais. Avec la marche sera peut-être un peu haute, quoi. Donc, je vois l'idée. Damien, tu les vois champions de division, finale de conférence, les Jets? C'est dur. Franchement, champion de division, je pense que ça va être compliqué. Je suis en train de tout calculer là dans ma tête, essayer de. Il n'a pas encore le calendrier, mais il est déjà en train de prévoir les victoires et les défaites. Tu te fais du mal pour rien. Ouais. Je suis en train de me torturer, à me dire comment, dans quel espace-temps vont-ils se qualifier en finale de conférence? Après, Aaron Rodgers, ouais, c'est quand même. Moi, j'ai de la sympathie pour Aaron Rodgers parce que c'est un peu le quarterback de mon adolescence. C'est vraiment quand j'ai commencé à regarder la NFL, c'était Aaron Rodgers qui était au sommet. Ouais. Mais encore, il l'a connu, c'est déjà ça. C'est pas comme Eli Manning. Ouais. Mais ouais, ce journaliste ESPN, c'est Eli Manning. Alors, qu'est-ce qu'il est incroyable. Mais après, ils ont un bel effectif, hein, ça c'est sûr. Avec les recrutements de Mike Williams, c'est pas mal. Ils ont Garrett Wilson en plus. Je pense que ça va être quand même beaucoup trop léger pour gagner la division. Et sans gagner la division, ça va être difficile d'aller chercher quelque chose, surtout la division est quand même bien relevée, je trouve, avec les Dolphins et les Bills. l'AFC va être bien relevée aussi, parce que entre les Ravens, les Chiefs, les Texans, enfin bref, on peut en trouver dans les Bengals, ouais. Si c'était un NFC, la NFC est quand même plus ouverte, c'est pour ça que les 49ers arrivent à gagner. Chacun le sait. En parlant de 49ers, je ne relèverai pas. J'ai une question. Alors, ça va nous prendre du temps. Hein. La question de notre ami d'Inde 29, qui nous. Pourquoi tu rigoles? Samy rigole. Très bien. Comment êtes-vous devenu fan d'une franchise en particulier? Pourquoi tu as choisi les 49ers? Alors, en fait, pour la même raison. Il aime les fleurs et les vannes. Pour la même raison qu'en ce moment, les néophytes en foot sont fans des Chiefs. Moi, j'ai découvert le foot à la fin des années 90, donc on est un petit peu à la fin du règne des Niners, mais c'est l'équipe qui passe très souvent sur Canal+, et c'est l'équipe dont on parle beaucoup dans les magazines comme News Sport à l'époque. Donc ouais, moi forcément, c'est la première équipe qui m'a attiré, parce qu'en plus dans ses rangs des joueurs à l'époque qui sont déjà des légendes de leur vivant, avec Joe Montana et Jerry Rice, que c'est un club qui a une histoire. Et puis, sur un autre point de vue, pour moi, San Francisco, culturellement, c'est pas une ville qui est neutre. Voilà, il y a eu toute la scène acid rock des années 60. Il y a beaucoup de choses qui me ramenaient vers San Francisco et la Californie. On va avoir une imitation de Philippe Manœuvre ou un truc comme ça dans quelques secondes. Alors, parfaitement, en 1960.
du côté de Ashbury, il se passe des choses. Ah ouais, on s'y c'est croit, incroyable. On s'y croit. J'aime beaucoup Philippe On a Yaya qui sait nous faire Patrick Mahomes et on a Seb qui nous fait Philippe Manœuvre. On vous rappelle que si vous voulez changer vos sonneries vos répondeurs de portable, n'hésitez pas à contacter TF1 et Seb se fera une imitation de Philippe Manœuvre pour votre portable. Il n'y a aucun problème, il fait ça à la chaîne. Mon cher Damien, les Chargers, pour qui, pourquoi? Bah écoute, moi aussi c'est très relié à la musique en fait. Moi aussi j'aime le J'ai jazz, toujours alors été j'ai très pris la attiré par la Nouvelle-Orléans. Je suis fan de pop-punk, donc voilà, tous mes groupes préférés du coup viennent de Californie, et notamment Blink-182, qui était à la base un groupe de San Ouais, Diego, donc t'es fan des Chargers depuis San et qui Diego, en du coup, fait. Ouais. voilà, pas un petit peu, voilà, du coup j'ai toujours eu un peu de sympathie pour eux. Il faut dire que je suis tombé amoureux du baseball ces dernières années et particulièrement des Dodgers, et donc c'est vrai que du coup je gravite de plus en plus vers les franchises de Los Angeles, et il se trouvait que j'aimais beaucoup aussi Justin Herbert quand il est sorti des Ducks de l'Oregon. Donc c'est vrai qu'il y a eu une espèce de perfect storm, si je puis dire, de match parfait de tout, et qui fait que j'ai choisi les Chargers. Alors là, maintenant qu'il y a Jim Harbaugh, je suis au sommet de la joie parce que j'adore Jim Harbaugh, même si je suis fan d'Ohio State, que c'est quand même fou, hein, parce que c'est quand même l'arc ennemi, on va dire, d'Ohio State, mais je trouve incroyable. Je trouve qu'il a vraiment une éthique, une passion pour le football qui est extraordinaire. Il a cette phrase là toujours que j'adore qui dit we're going to do this with an enthusiasm unknown to mankind. On va faire ça avec un enthousiasme inconnu, tellement il est fort, et j'adore cet état d'esprit de Jim Harbaugh. Et sinon, oui, la musique, clairement aussi, voilà, Blink-182, Green Day, tout ça, c'est Parfait. de Californie. Dernière question, non, avant-dernière, j'en ai encore deux. Une question de Jeff qui nous dit quel est le pire roster pour vous à l'heure actuelle en NFL? Est-ce que ce sont... Alors, il nous en cite trois. Les Panthers, les Patriots, les Broncos ou autres? Ou autres. Je prends autre. C'est qui autre? Ça dépend. Alors, ça dépend de quoi, Damien, aujourd'hui? Les Panthers, c'est pas fameux, hein. C'est vraiment ça pas me rend fameux. triste, Et en hein, plus, parce que leur je les aime draft, bien, mais c'est vrai que ça je me les rend ai... triste. Ah ouais, j'imagine. Mais j'imagine. Mais en plus, leur draft, on aurait pu les citer parmi les En drafts même temps, qui sont ils avaient vraiment pas enfin, ouf. déjà, ils étaient normalement pas dans le premier tour. Ils y sont revenus à la faveur d'un trade-up avec les Bills, mais déjà au début, normalement, ils n'avaient pas de premier tour. Non, mais enfin, vraiment, c'est vraiment pas fameux. Je vois rien. Il restait quand même des bons joueurs quand ils sont plus draftés. Il y a rien, je trouve, qui va changer les choses. Ils n'ont pas été très actifs du coup en free edge. Enfin, ouais, je dirais les Panthers, parce que quand même, pour le coup, les Patriots sont bien renforcés au poste de quarterback. Donc c'est déjà ça, on va dire. Et ils ont fait quand même une draft assez cohérente. Donc c'est déjà ça. Mais non, les Panthers, en plus Bryce Young, ça va être compliqué, hein. Non, allez, je dirais les Seb, Panthers. je te sers quoi? Du Panthers, du Broncos, autre chose? Bah, je pense que tu peux me servir du Panthers aussi. Malheureusement, je peux pas frapper un homme à terre, mais c'est tellement compliqué pour eux. Leur draft est quand même pas très très bien considéré par les différents observateurs. Bryce Young, c'est peut-être déjà un bust. C'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais oh là là, c'est tellement compliqué pour eux. Je plains. Moi, j'ai de l'empathie pour les fans de Carolina, hein, vraiment, parce que là, ils se préparent quelques années compliquées. Oui, ça risque d'être pas simple, effectivement. Et la dernière question, et non des moindres, hein, puisqu'on suit le parcours de ce jeune joueur au quotidien, c'est pour Seb. Du coup, est-ce que le receveur de La Rochelle, Charles T, a été drafté? Est-ce que tu as des nouvelles? Alors, je sais de source sûre qu'il préparerait les camps d'entraînement. Ouais. On compte sur une signature en tant que undrafted free agent. En revanche, dans les war rooms, on s'interroge un petit peu. Coupeur de citron, plieur de serviettes. On hésite sur le poste encore à lui confier. Le poste n'est pas encore bien déterminé, effectivement, mais
Je sais pas toi, Flavien, mais du coup, je me demande s'il pourrait pas. On va voir s'il arrivait à se battre pour une place dans la practice squad du De La coup Rochelle. des Ah non, peut-être de La des Rochelle. Giants, de La Les Rochelle, ouais. géants de La Rochelle. Ouais, de ouais. La Rochelle. Je pense que tout va se jouer dans la practice squad. On va se faire pour virer, le les train. mecs. C'était notre dernier podcast. C'était un plaisir de travailler avec vous. Je viens de revenir, moi. probable. Donc... Mais bref, merci, Je vais pas me faire virer encore. C'est dommage. Qu'est-ce que oui, alors la question venait évidemment de notre ami Nathieu, Nathieu Van Mol, C'était étonnant, dis donc. qu'on salue et vous allez vraiment aller suivre toutes ces petites vidéos sympas sur TikTok, sur Instagram. Et on le salue bien évidemment. Alors, le petit récap de la journée de D1 Elite, parce qu'on avait de la D1 pendant cette semaine, avec 5 matchs au programme. Le Flash de la Courneuve était opposé aux Black Panthers dans ce qui est le choc de la conférence Nord. Et comme d'habitude, pour les Black Panthers cette année, il y a eu match nul. C'est leur 3e match nul en 6 matchs. C'est pas commun. C'est leur 3e match nul, 14-14, donc entre le Flash et les Black Panthers. Dans l'autre match de la conférence Nord, les Léopards de Rouen ont battu les Cougars 45-0. Une 3e défaite de suite très lourde, puisque les Cougars restent sur 3 matchs de suite avec plus de 40 points encaissés. Ils n'ont pas marqué depuis maintenant 3 matchs consécutifs. 7e journée aussi dans la conférence Sud. Les Ours de Toulouse ont été battus de justesse 13-14 par les Blue Stars de Marseille, qui restent donc invaincus. Les Blue Stars qui étaient menés 13-0 à 5 minutes de la fin et qui ont marqué 2 touchdowns dans les 5 dernières minutes pour maintenir leur invincibilité, et qui en profitent pour aller chercher la qualification d'ores et déjà pour les playoffs. L'Iron Mask de Cannes gagne 11-7 contre les Argonautes d'Aix-en-Provence. Les Argonautes qui n'ont gagné qu'un seul petit match cette saison, une victoire, 5 défaites, et il faudra impérativement réagir rapidement pour éviter la relégation. Et enfin, dans le match du dimanche, les Grizzlies catalans qui s'imposent 13-0 face aux Dauphins de Nice et qui restent donc au contact des Blue Stars, juste une petite victoire derrière les Marseillais. On aura une nouvelle journée de D1 Elite dès ce week-end. Alors d'habitude, il y a 2 semaines de battement. Là, ça enchaîne. Hein. On est parti sur une lignée, les amis. Je ne vous dis que ça. Donc le 4 mai, samedi à 19h, les Léopards reçoivent les Molosses. Et toujours le 4 mai à 19h, le Flash de la Courneuve reçoit les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Je ne suis pas sûr que pour les Cougars, ce soit vraiment le match-up qu'ils auraient attendu vu leur état de forme actuel. Les Black Panthers de Thonon-les-Bains sont eux au repos, puisque on rappelle que les Pionniers de Tours ont fait forfait général et donc il y a un match en moins en conférence Nord dans chaque journée. Pour la 8e journée de la conférence Sud, toujours samedi à 19h, les Ours de Toulouse reçoivent les Grizzlies catalans, les Dauphins de Nice reçoivent les Argonautes d'Aix-en-Provence, et à 20h, les Blue Stars de Marseille recevront les Iron Mask de Cannes. Ça, c'est pour le programme, et n'hésitez pas vraiment à aller voir tous ces clubs, que vous soyez en région parisienne, du côté de Toulouse, du côté de Nice, du côté de Marseille. Allez supporter le foot américain français. Les places sont généralement pas très très chères. On est sur du 5 €, grosso modo, en moyenne, je pense. Je n'ai pas fait le tour de tous les stades, mais grosso modo, c'est là-dessus. Donc voilà, vraiment, si vous pouvez, allez passer une petite soirée de samedi sympathique au stade pour aller encourager votre équipe locale dans le championnat de D1 Elite. Tant qu'on parle de la D1 Elite, on vous donne rendez-vous ce jeudi sur Instagram dans la soirée. Il y a une petite surprise sur le compte de The Free Agent, donc qui concerne la D1 Elite. Voilà, allez voir le compte Instagram dans la soirée de jeudi. Vous allez voir une petite surprise pour vous. Mon cher Seb, mon cher Damien, merci beaucoup pour ce débrief de la draft NFL 2024. C'était très sympa. Merci à vous. Et on se dit à tous à la semaine prochaine. Le sujet n'est pas encore défini, mais on vous tiendra bien évidemment au courant de ce dont on va parler dans la semaine prochaine. On se retrouve donc pour le 8 mai. Ce sera un nouveau jour férié. On sera à nouveau payé double. Et le 9, vous aurez tout sur vos plateformes d'écoute préférées. N'oubliez pas non plus de noter, bien évidemment, Tailgate sur toutes les plateformes. Merci Seb, merci Damien. On se dit à très vite. Merci à tous de nous avoir écoutés. Salut tout le monde.